20 hangars détruits, des avions de transport C-17 américains touchés, des avions espions fuites endommagés, des dizaines de soldats américains, dit-on, tués. Depuis quelques heures, ces affirmations se propagent à toute vitesse, portées par les médias d'État iraniens qui parlent de succès dévastateur. Et pourtant, posez-vous une seule question, celle que presque personne ne pose dans le vacarme, qu'est-ce qui a été réellement confirmé et qu'est-ce qui n'est que le récit officiel de Téhéran? Parce que c'est là que se joue la vraie histoire de cette semaine, pas seulement dans les missiles qui volent, mais dans les mots qui les accompagnent. L'Iran ne se contente pas de frapper, il raconte ses frappes en temps réel, à une échelle et avec une assurance qui constitue en elle-même une arme. La garde révolutionnaire revendique publiquement, décrit en détail, chiffre ses succès et remercie même de mystérieuses sources locales jordaniennes pour le renseignement. Un régime dont les villes sont bombardées chaque nuit proclame, dans le même souffle, qu'il est sorti plus fort de la guerre. Alors je veux que vous gardiez une question en tête pendant les 20 prochaines minutes, parce que c'est elle qui sépare le titre spectaculaire de ce qui se joue réellement. Comment un régime assiégé fabrique-t-il de la victoire? Et surtout dans ce brouillard de proclamations, où se cache le seul élément stratégique qui, lui, est vraiment solide. Car il y en a un enfoui sous la propagande et il ne concerne ni les C-17 ni les fuites. Il concerne un des trois. Ce n'est donc pas simplement l'histoire d'une frappe, c'est l'histoire d'une seconde guerre menée dans l'espace de l'information en parallèle de celle des armes. Je vais décortiquer cette cascade en 4 temps. D'abord ce que l'Iran affirme et comment démêler le vérifié du gonflé. Ensuite, le seul récit qui révèle quelque chose de vrai, celui d'une riposte préparée à l'avance. Puis la fabrique de la victoire elle-même, ce discours de puissance sur fond de ville bombardée. Et enfin, le danger que porte cette guerre du récit. Gardez ce dernier point en tête. Une règle avant d'entrer dedans, et elle est ici plus importante que jamais, la source principale de ce récit est ouvertement favorable à Téhéran et reprend largement les affirmations de la garde révolutionnaire. Mon travail n'est surtout pas de les répéter comme des faits, c'est de signaler à chaque ligne ce qui relève de la revendication d'un camp et ce qui est établi. Quand l'Iran affirme, je vous le dirai comme une affirmation premier domino. Ce que l'Iran affirme est ce qui est établi. La garde révolutionnaire décrit ce qu'elle appelle les 21e et 22e vagues d'une opération baptisée, dans son vocabulaire, d'un nom de code. Elle affirme avoir lancé des missiles et des drones sur des avions militaires américains stationnés à la base d'Al-Azraq et à l'aéroport d'Aqaba en Jordanie. Elle affirme avoir détruit 20 hangars, endommagé des C-17 de transport et des fuites de surveillance maritime. Elle affirme avoir frappé un centre de commandement des forces spéciales américaines à Al-Tanf, en Syrie. Elle affirme que des sources jordaniennes locales lui ont fourni le renseignement pour identifier les cibles. Arrêtons-nous et respirons. Chacune de ces phrases commence par « elle affirme ». C'est pas un détail de style, c'est le cœur de l'affaire. La vérification indépendante de ces bilans reste de l'aveu même du récit limité. Un combattant a toujours intérêt à gonfler ses succès, à décrire des hangars pulvérisés et des avions rares détruits, parce que le chiffre lui-même est une munition. 20 hangars, cela claque un tche, 7 un piopt. Ce sont des noms d'appareils coûteux et prestigieux qui frappent l'imagination. Que ces cibles aient été touchées et à quel degré, personne à ce stade ne peut le confirmer de l'extérieur. Alors qu'est-ce qui est établi? Une chose, sobre et lourde, des militaires américains ont bien été tués dans l'attaque sur la base en Jordanie, une attaque combinant missiles et drones, conçue pour saturer les défenses. Le président américain lui-même l'a reconnu, évoquant des patriotes tombés. C'est le noyau dur, autour duquel la garde a bâti son récit de triomphe. Et c'est là toute la mécanique de la propagande de guerre. Partir d'un fait réel, la mort de soldats adverses, et l'habiller d'une avalanche de détails invérifiables, hangars, avions, chiffres, jusqu'à transformer une frappe meurtrière en victoire écrasante. Le fait ancre le récit. Le récit dépasse le fait. Voilà le premier tournement. Ce que vous voyez circuler n'est pas un bilan, c'est une construction. Et pour bien comprendre qu'il s'agit d'une guerre du récit, il faut voir que l'autre camp la mène tout autant. Au moment même où l'Iran proclame ses 20 hangars, le président américain livre son propre récit, inverse et tout aussi calibré. L'Iran, dit-il, a presque tout perdu militairement. Il ne lui reste que quelques missiles, quelques drones, et surtout, nous contrôlons le détroit, eux ne contrôlent rien. Il annonce même un changement d'objectif revendiqué. Nous faisions un petit travail, maintenant nous sommes en train d'en finir avec toute chance qu'ils aient un missile nucléaire, dédiant les frappes à probablement 3 patriotes tombés en Jordanie. 2 récits symétriques donc, qui se font face au-dessus du même champ de ruines. L'un clame la victoire de la garde, l'autre l'anéantissement de l'Iran. Aucun des deux n'est un constat neutre. Les deux sont des armes. Ce qui est établi entre ces deux mises en scène est plus maigre et plus sérieux.
Le CENTCOM confirme une 9e nuit consécutive de frappes, visant centres de commandement, défense aérienne, sites de surveillance côtière, capacité de missiles et de drones. Des explosions ont été rapportées à travers le sud de l'Iran et jusqu'à la ville de Tabriz, au nord-ouest. Chabahar, Konarak et d'autres localités figurent parmi les points touchés. Un militaire américain a par ailleurs été tué en Irak lors de la destruction de munitions de drones iraniens capturés. Voilà le socle vérifiable. Des frappes réelles, des morts réelles, un pays touché d'un bout à l'autre. Tout le reste, les hangars, les avions rares, la victoire et du récit posé par-dessus. Et pourtant, dans cette construction, il y a un élément qui, lui, ne relève pas du gonflage et qui révèle quelque chose de véritablement stratégique. Deuxième domino, la riposte préparée à l'avance. Un proche du sommet du pouvoir iranien a livré un récit qui, à la différence des bilans de hangars, apprend quelque chose de réel sur la manière dont l'Iran combat. Il raconte les tout premiers jours, après l'attaque qui a décapité une partie de la direction. 3 jours durant, dit-il, ils ont été coupés de tout, cherchant seulement à savoir qui était vivant et qui avait été tué. Et pourtant, la riposte a démarré immédiatement, systématiquement organisée. Pourquoi ? Parce qu'un protocole existait déjà. Il décrit un code, appelé le code de la direction, un plan de représailles prêt, approuvé, à déclencher si le sommet du pouvoir venait à être frappé. Tout le monde savait ce que ce code signifiait, raconte-t-il. Il avait été écrit, approuvé, et le guide lui-même l'avait vu et confirmé. C'est pourquoi la réponse a commencé immédiatement. Nous n'avons pas été surpris du tout. Traiter ce récit avec la prudence qui s'impose, c'est une source iranienne intéressée, mais il décrit une logique cohérente et il éclaire un point crucial. L'Iran avait anticipé sa propre décapitation. Il n'avait pas mis tous ses œufs dans un panier central qu'une frappe pourrait détruire. Il avait délégué à l'avance l'autorité de riposter. Comprenez pourquoi cela compte, au-delà de l'anecdote. Toute la stratégie américaine dans ce genre de guerre repose sur un pari, frapper la tête assez vite pour que le corps s'effondre dans le désordre avant d'avoir pu se réorganiser. Mais si l'adversaire a écrit, répété et prêt, autorisé sa réponse, alors la fenêtre de chaos que l'on comptait exploiter n'existe pas. On frappe au moment le plus spectaculaire et l'on découvre que l'endroit où l'on pensait trouver la panique a été rempli, méthodiquement, de procédures. C'est cela le vrai renseignement caché dans cette avalanche de revendications, non pas le nombre de hangars détruits, mais le fait qu'un système conçu pour survivre à sa propre décapitation ne se brise pas comme on l'espérait. Le récit du même responsable ajoute une texture humaine qui rend la chose crédible. Il raconte n'avoir vu le président iranien que 3 jours après le début de la guerre, et un autre haut responsable 5 jours plus tard, la première réunion s'étant tenue 6 jours après, dans un lieu sécurisé, où 3 des participants seraient ensuite tués. C'est le portrait d'une direction dispersée, cachée, décimée, et qui pourtant continue de fonctionner par procédure plutôt que par présence. On mesure là toute la différence entre tuer des hommes et tuer une organisation. On peut éliminer ceux qui occupent les postes, on n'élimine pas du même coup. Le protocole qui dit qui riposte comment et selon quel plan déjà signé. C'est la faille du pari de la décapitation. Il suppose le chaos là où l'adversaire a méthodiquement installé de l'ordre. Et si ce récit iranien est intéressé, il décrit néanmoins un comportement observable, celui d'une riposte qui n'a jamais cessé, nuit après nuit, malgré la perte du sommet. 3e domino, la fabrique de la victoire. Et c'est ici qu'il faut regarder en face le plus étrange. Un régime dont les villes sont frappées chaque nuit, qui compte ses morts et qui proclame néanmoins la victoire. Le guide suprême a livré une formule destinée à circuler tranchante. On ne peut ni nous menacer, ni nous acheter. Lors des négociations, raconte-t-il, on est venu proposer des contreparties, des centrales, des accords. Sa réponse, notre enrichissement n'est pas à vendre. C'est quelque chose pourquoi le peuple iranien a enduré 20 ans de sanctions. Pourquoi des scientifiques ont versé leur sang. Et la phrase qui claque, on ne menace que celui qui a peur. Un responsable va plus loin encore. Tous les gens que nous rencontrons, amis et ennemis, disent que l'Iran est sorti plus fort de cette guerre. L'Iran a étonné le monde, l'Iran a montré sa vraie puissance, et il ajoute une phrase qui, elle, mérite qu'on s'y arrête vraiment. Ils ont compris, dit-il, que notre bombe atomique, c'est le détroit d'Ormuz. Nous cherchions autre chose jusqu'ici. Cela peut être été notre plus grande victoire. Il faut d'abord voir cette proclamation pour ce qu'elle est, un discours de régime calibré pour 3 audiences. Pour le peuple iranien, afin de tenir le front intérieur alors que les bombes tombent. Pour l'adversaire, afin d'affirmer qu'on n'est pas à genoux. Pour le monde, afin de restaurer une image de puissance. Un pays réellement écrasé ne passe pas son temps à clamer sa force. Le triomphalisme est souvent le maquillage de la difficulté. Ne prenez donc pas « l'Iran est sorti plus fort » pour un bilan objectif. C'est une arme de communication, comme les 20 hangars. La fonction intérieure de ce discours peut être la plus importante et la plus souvent négligée.
Un régime bombardé chaque nuit, qui a perdu une partie de sa direction, qui voit ses villes touchées de Chabahar à Tabriz, fait face à un risque mortel, que sa propre population conclut qu'il ne peut plus la protéger. C'est précisément dans ces moments que la mise en scène de la victoire devient vitale. Proclamer « nous avons étonné le monde, nous sommes sortis plus forts », c'est pas d'abord s'adresser à l'ennemi, c'est colmater le front intérieur, offrir à un peuple qui souffre une raison de tenir, transformer l'humiliation des frappes en fierté de la résistance. La défiance affichée, on ne menace que celui qui a peur, est autant un message aux Iraniens qu'aux Américains. C'est une des lois les plus constantes des régimes assiégés. Plus la réalité militaire se dégrade, plus la production de récits héroïques s'intensifie, parce que c'est la dernière ligne de défense, celle du moral. Mais sous le maquillage, il y a cette phrase sur Hormuz, et elle est stratégiquement juste. Voilà l'idée à retenir. La formule qui résume tout, la vraie arme de dissuasion de l'Iran n'est pas son programme nucléaire, encore hypothétique et sans cesse frappé. C'est le détroit d'Ormuz, cette capacité, bien réelle et démontrée cette semaine, à perturber le passage par lequel transite une part énorme du pétrole mondial. Un programme nucléaire, on peut le bombarder, l'enterrer, le retarder. Une géographie, non. Et c'est pourquoi, en dépit de toute la propagande, ce régime a mis le doigt sur son levier le plus solide, non pas la bombe qu'il n'a peut être pas, mais le robinet qu'il tient à coup sûr. Cette phrase « notre bombe atomique, c'est le détroit » mérite qu'on en mesure la portée parce qu'elle décrit un basculement de doctrine. Pendant des décennies, l'Occident a redouté un Iran nucléaire et l'Iran a fait de son programme le cœur de son bras de fer. Or, ce responsable admet, presque à voix haute, que la vraie carte n'était pas là. Une arme nucléaire, c'est une menace latente, jamais employée, coûteuse, exposée aux frappes et aux inspections. Le contrôle d'un détroit, par lequel passe une fraction majeure de l'énergie mondiale, c'est une menace actionnable, ici et maintenant, sans franchir aucun seuil tabou. Donc, en le disant, l'Iran révèle qu'il a compris où réside sa dissuasion la plus efficace, dans la géographie, pas dans l'uranium. Et cette lucidité-là, contrairement au vin en gare, n'est pas de la propagande. C'est une leçon de stratégie que ses adversaires feraient bien d'entendre sous le bruit des fanfares. Quatrième domino, le danger de la guerre du récit. Car une guerre menée aussi intensément dans l'espace de l'information porte ses propres périls, et ils sont réels. Le premier tient à l'accusation de trahison. En remerciant publiquement de prétendues sources jordaniennes locales pour son renseignement, la garde ne se contente pas de revendiquer une frappe. Elle sème le soupçon à l'intérieur même de la Jordanie et entre les alliés. Vrai ou faux ? Cet aveu insinue que le sol jordanien abrite des informateurs iraniens. Une graine de méfiance jetée dans l'appareil de sécurité d'un partenaire américain, c'est une arme qui ne coûte rien à lancer et qui empoisonne durablement. Songez à la position de la Jordanie. Partenaire de l'Amérique, elle héberge des forces qui font d'elle une cible. Et voilà que l'Iran laisse entendre que ses propres citoyens auraient aidé à guider les frappes. Vrai ou inventé, l'insinuation force Amman à se méfier de l'intérieur autant que de l'extérieur. C'est le propre de la guerre du récit, une phrase bien placée peut faire plus de dégâts à une alliance qu'un missile. Le deuxième danger tient à la contagion régionale que ce récit nourrit, et les chiffres du terrain la confirment. Le Koweït a annoncé en des termes officiels que ses défenses aériennes affrontaient des drones hostiles à la suite de l'agression iranienne, priant la population de suivre les consignes de sécurité. À Bahreïn, l'ambassade américaine a averti que l'Iran pourrait viser des sites non précisés dans le centre de Manama, appelant les Américains à la vigilance. Chaque sirène, chaque alerte, chaque interception devient à son tour un chapitre du récit, une preuve pour Téhéran de sa capacité de nuisance et pour Washington de la menace qu'il combat. Le fait et la propagande s'alimentent l'un l'autre jusqu'à devenir indémêlables. Le deuxième danger tient à l'engrenage que ce récit entretient. Des groupes armés irakiens proches de l'Iran menacent de frapper les bases américaines de toutes leurs forces si la guerre s'élargit. Un militaire américain a été tué en Irak lors de la destruction de munitions de drones iraniens capturés. Le Koweït intercepte des drones. Bahreïn déclenche ses sirènes. Chaque revendication triomphale de la garde alimente ses acteurs périphériques, les encourage, les arme d'un récit de victoire. Et le troisième danger, le plus subtil, est qu'un régime finisse par croire à sa propre mise en scène. Un pouvoir qui se persuade qu'il est sorti plus fort, qu'il a étonné le monde, peut prendre des risques qu'un pouvoir lucide éviterait. La propagande destinée à l'adversaire finit parfois par intoxiquer celui qui la produit. C'est un piège documenté dans presque toutes les guerres. À force de répéter à ses troupes et à son peuple que l'on gagne, un état-major perd la capacité de voir où il perd et prend des décisions fondées sur la carte qu'il a dessinée plutôt que sur le terrain réel. Un Iran qui se convainc que le détroit est une arme invincible pourrait être tenté d'aller trop loin, de fermer le passage au point de provoquer une réaction internationale qu'il ne maîtriserait plus.
La même mécanique guette d'ailleurs Washington. À force de proclamer que l'Iran ne contrôle rien, on peut finir par sous-estimer un adversaire qui, cette semaine encore, a fait s'abriter 3 pays. Les 2 récits, en s'aveuglant mutuellement, rendent l'escalade plus probable, pas moins. Et c'est ici que l'histoire nous tend un miroir à manier comme une résonance, pas comme une prophétie. Toutes les guerres ont leur brouillard, et toutes produisent leur récit de triomphe, souvent inversement proportionnel à la réalité du terrain. L'art de lire une guerre a toujours consisté à distinguer le fait de sa mise en scène, à se demander non pas que proclame-t-on, mais qu'est-ce qui est vérifié. Ceux qui ont pris les communiqués de victoire pour argent comptant, à travers l'histoire, se sont presque toujours trompés, dans un sens comme dans l'autre. Souvenez-vous des 20 hangars du début, ils circulent, ils impressionnent et personne ne les a vérifiés. C'est exactement ainsi que fonctionne la Seconde Guerre, celle du récit. Mais qu'est-ce que tout cela signifie très concrètement pour nous en France et au Canada ? Le premier fil est énergétique et il découle directement de la seule vérité solide de ce récit. Si la vraie arme de l'Iran est le détroit d'Ormuz, alors c'est notre facture qui est en jeu. Une part significative du brut que la France importe passe par cette région et le nucléaire qui alimente nos prises de courant ne fait pas rouler les camions ni les tracteurs. Chaque fois que l'Iran démontre sa capacité à perturber le détroit, les primes d'assurance des pétroliers s'envolent et ce surcoût remonte la chaîne jusqu'au litre de gazole à Lyon, jusqu'au coût du transport, donc de l'alimentation, jusqu'au ticket de caisse d'un ménage à Nantes ou à Montréal. Le Canada, exportateur de pétrole, encaisse aussi la hausse, son prix à la pompe étant indexé sur les cours mondiaux. Le second fil est celui de l'information, et il nous concerne plus qu'on ne croit. Cette guerre du récit ne reste pas au Moyen-Orient. Elle inonde nos réseaux, nos fils d'actualité, nos débats. Les affirmations de 20 hangars détruits, de fuites pulvérisées, circulent chez nous aussi, souvent sans le moindre avertissement sur leur caractère invérifié. Savoir lire une guerre à travers son brouillard, distinguer le revendiqué du confirmé, n'est pas un luxe d'analyste. C'est une compétence citoyenne, à l'heure où chaque camp fait de nos écrans un champ de bataille. Il y a d'ailleurs un enjeu stratégique direct pour la France, et il tient à cette phrase sur Ormuz. Si la véritable dissuasion iranienne est le détroit et non le nucléaire, alors toute la diplomatie européenne, qui s'est concentrée depuis 10 ans sur le programme atomique, a peu être visée la mauvaise cible. Le risque énergétique qui pèse sur nos économies ne dépend pas seulement de savoir si l'Iran obtient une bombe, il dépend de sa capacité, ici et maintenant, à troubler un passage maritime. C'est une grille de lecture que Paris et Bruxelles auraient tort d'ignorer, y compris dans le débat sur l'autonomie stratégique. Notre vulnérabilité n'est pas d'abord nucléaire, elle est géographique et énergétique. Et pour les grandes diasporas iraniennes de Paris et de Montréal, ce n'est pas abstrait. Ce sont les familles de nos voisins, prises entre les bombes réelles et les récits de victoire d'un régime qui ne les protège pas. Alors, où en sommes-nous ? Reprenons l'honnête, en séparant ce qui est établi de ce qui est proclamé. Ce qui est établi, des militaires américains ont été tués en Jordanie, l'attaque combinait missiles et drones, et l'Iran mène une campagne de communication d'une agressivité inhabituelle. Ce qui est proclamé et qui reste invérifié, les 20 hangars, les C-17 et fuites détruits, l'ampleur des succès, la victoire iranienne, l'aide de sources jordaniennes, ce que nous ignorons et que personne ne peut honnêtement trancher, c'est la part de réalité derrière chacune de ces revendications. Mais l'histoire retiendra sans doute ceci. La véritable arme que l'Iran a révélée cette semaine n'est pas dans les hangars qu'il prétend avoir pulvérisés. Elle est double. D'un côté, un détroit qu'il peut réellement fermer, sa vraie dissuasion. De l'autre, une machine à fabriquer du récit, capable de transformer chaque frappe en triomphe. Et la plus grande erreur que l'on puisse commettre en regardant cette guerre serait de confondre les deux, de prendre la mise en scène pour la puissance, ou d'ignorer la puissance réelle sous la mise en scène. Le régime a raison sur un point, un seul mais décisif. Sa bombe atomique, c'est le détroit. Le reste est récit. Reste la seule question qui compte pour la suite. Et c'est un compte à rebours autant qu'une interrogation. Chaque nuit, l'Iran perdra des cibles réelles et gagnera des victoires proclamées, et l'écart entre les deux dira la vérité de sa situation. Alors, à votre avis, ce régime qui se dit sorti plus fort, est-il en train de gagner ou en train de fabriquer pour tenir la victoire qu'il n'a pas ? Regardez le détroit, pas les communiqués. Parce que c'est là, dans ce qu'il peut vraiment fermer et non dans ce qu'il prétend avoir détruit, que se lie la seule puissance qui compte. Les hangars, on les vérifiera peu, aident jamais. Le prix du baril, lui, ne ment pas. Il monte quand le détroit tremble, et il se moque des communiqués. C'est le seul juge honnête de cette guerre, et il ne rend son verdict qu'en chiffres.